Bonjour, bon après-midi. C'est assez particulier d'être en partie en Zoom et en partie devant des personnes vivantes. C'est la première fois depuis longtemps, en fait, qu'on a une conférence midi, une conférence du labo. Donc, cette conférence, qui a pour titre Regard sur les immigrantes et les immigrants belges à Montréal, est une conférence qui témoigne de l'engagement du laboratoire depuis quelques années maintenant dans une équipe de recherche, dans un partenariat plus large qui a pour titre 3 siècles de migration francophone en Amérique du Nord, un projet qui est dirigé par Yves Frenette de l'Université de Saint-Boniface, qui regroupe des chercheurs québécois, canadiens, américains, européens et qui explore différents aspects de l'immigration, des déplacements, des relations complexes qui se tissent entre les lieux d'origine et les lieux d'arrivée. Pour des francophones québécois qui vont ailleurs en Amérique, mais aussi pour des francophones européens qui se rendent en Amérique, parfois passant par Montréal, d'autres fois choisissant de s'y établir. Et donc, c'est vraiment un plaisir de commencer à partager des résultats des recherches qui sont menées par des chercheurs associés au laboratoire qui participent à cette équipe, soit aujourd'hui nos deux conférenciers, Mario Robert et Paul-André Linteau. Donc, ce sont des personnes que vous connaissez sans doute, qu'on connaît bien, donc je ne vais pas relater les longs CV et tous les accomplissements de ces personnes. Peut-être pour rappeler que Mario Robert est archiviste et historien, qu'il a été pendant de nombreuses années le chef de la section des archives de la Ville de Montréal et qu'il y a contribué au rayonnement des archives et aussi à un certain nombre de publications qui nous ont fait découvrir les trésors des archives. Et il est maintenant, depuis qu'il a en principe pris sa retraite, très actif en recherche et président de la Société historique de Montréal. Quant à Paul-André Linteau, qui est co-directeur du laboratoire, Paul-André a été pendant longtemps professeur au département d'histoire de l'UQAM. Il est maintenant professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal. Comme on le sait tous et toutes, spécialiste de l'histoire contemporaine du Québec et aussi un passionné de l'histoire urbaine et de l'histoire de Montréal. Et il s'intéresse depuis longtemps à l'histoire de l'immigration vers le Québec. Il s'est intéressé à l'immigration française et maintenant, son intérêt se tourne vers l'immigration belge vers Montréal. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Mario Robert. Les deux conférences vont s'enchaîner, d'abord Mario, ensuite Paul-André, et ensuite il y aura une période de questions pour les personnes dans la salle et aussi sur Zoom, et on va essayer de négocier ce mode hybride pendant la période d'échange également. Donc, je m'éclipse et je laisse Paul-André et Mario partager avec vous les résultats de leur recherche. Merci, Joanne. En mai 2022, lors du colloque « Un siècle de migration franco-européenne vers l'Amérique du Nord, 1840-1940 », organisé par le professeur Serge Jourdain, j'ai présenté une communication sur le parcours d'une famille immigrante belge au 19e siècle, les Messes, de leur vie en Flandre jusqu'à leur installation définitive à Longue-Pointe, dans l'est de Montréal. Donc, cette présentation du colloque est appuyée par la version préliminaire d'une carte narrative ou story map qui est dorénavant disponible sur le portail 3 siècles de migration francophone en Amérique du Nord qui est à l'ensemble des membres du projet de recherche et aussi au grand public. Alors, on y retrouve 11 cartes géoréférencées, 39 illustrations et 46 extraits de documents d'archives. Je vous encourage donc à la consulter. À partir d'archives belges, canadiennes et québécoises, cette recherche et son produit illustré m'ont permis de remarquer l'importance des compatriotes belges dans l'immigration et l'établissement des messes dans leur nouveau pays. Alors, dans le cadre du colloque qui s'est tenu en septembre dernier, Déplacement et contact, l'Ouest canadien, l'Amérique et le monde francophone, j'ai présenté cette filière belge qui était au cœur de mon exposé et qui présentait aussi la constitution d'un réseau familial. C'est cette conférence-là que je reprends donc aujourd'hui. Durant la décennie 1860, il y a 2 événements qui se déroulent à Montréal qui vont avoir un impact majeur sur la venue puis l'installation des Messes, de la famille Mess. Alors, le 16 novembre 1861, quelques Belges de Montréal se réunissent et mettent sur pied un comité pour mousser la candidature de l'instituteur belgo-montréalais Édouard Simaïs
comme agent d'immigration du Canada uni en Europe francophone, principalement en Belgique. Alors, ce comité belge fait le constat suivant, et je cite, « Nous avons toujours regretté et nous regrettons plus que jamais de nous trouver en aussi petit nombre dans ce pays. » En effet, cette même année, au Bas-Canada, en 1864, il y avait probablement qu'une cinquantaine de personnes nées en Belgique et une centaine en tout dans les deux Canada. C'est comme les personnes suivantes et semble avoir existé jusqu'en 1862. Léon Cool, 50 ans, un jardinier qui habite sur la rue Follum, qui était le président de la rue Follum dans le quartier Sainte-Marie. Corneille Lorge, 40 ans, c'est un chapelier qui habitait au 19 rue Saint-Laurent, où l'on retrouvait aussi sa boutique dans le quartier Saint-Louis. Henri Depeau, 37 ans, un domestique vivant sur la rue Sainte-Catherine, selon le recensement de 1861, qui était le secrétaire, et c'était aussi le seul non-catholique du groupe. Il appartient à l'Église évangélique française de Montréal. Émile Coul, 20 ans, fils de Léon, toujours jardinier aussi rue Follum, et Jean-Baptiste Vandelac, 76 ans, un charretier qui habitait le 73 rue Sainte-Catherine et qui était un vétéran de l'armée de Napoléon Ier et qui décède en janvier 1863. Louis Kers, 36 ans, jardinier et futur responsable des jardins du Square Vigée, qui vivait probablement à cette époque dans Sainte-Geneviève, dans l'ouest de l'île. Alors, 3 des 6 membres, de même qu'Édouard Simaise, épicier et huissier après avoir été professeur enseignant de la rue Saint-Joseph près du Square Chaboyer, auront un impact majeur sur l'implantation de la famille Mess dans la région montréalaise. Ce sont le président Léon Coul, son fils Émile et Louis Kers. Les 4 que je viens de mentionner sont des catholiques flamands, alors que Lorge est un bruxellois et que Depas, comme je l'ai mentionné, est un protestant évangélique de rue Pellemonde en Flandre orientale. Alors, on voit ici les lieux d'où viennent les principaux personnages. Donc, on voit Joseph Mess qui est en noir et Rosalie Maire, donc d'Alter et Rue Célèbre, et les autres qui proviennent tous pas très, très loin l'un de l'autre en Flandre orientale ou en Flandre occidentale. Le second événement se produit 1 an après l'arrivée de la famille Mess, au moment où il se trouve à Rigaud avec Émile Coul et son épouse. En février 1865, 4 frères de la Charité de Gand arrivent à Montréal à la demande de l'évêque de Montréal, Monseigneur Ignace Bourget, pour venir s'occuper des vieillards et orphelins montréalais. Ils prennent en charge l'Hospice Saint-Antoine, fondé par le philanthrope Olivier Berthollet quelques années auparavant. 2 autres frères arrivent en décembre. Revenons à Édouard Simaise et aux 3 membres du comité belge. Comment les Messes sont-ils entrés avec eux? Qui sont-ils? Quel rôle ont-ils joué dans l'implantation de la famille dans la région montréalaise? Il faut commencer par celui qui les a emmenés au Canada, Édouard Simaise, qui a fait l'objet d'une biographie de Denise Latrémouille, publiée en 2021 à l'Association des familles flamandes de la région de Tielt. Simaise est un belgo-canadien originaire de Flandre occidentale et pratiquement du même âge que le couple Mess. Installé à Montréal, son rêve est d'implanter l'industrie du lin dans son pays d'accueil et de devenir agent d'immigration pour le gouvernement canadien. C'est un personnage complexe qui a été instituteur et qui a pratiqué de multiples métiers. Selon sa biographe Denise Latrémouille, Simaise est, et je cite, un homme intelligent, dynamique, séducteur, mais aussi fébrile, querelleur et rancunier. Il faut lire sa correspondance d'un peu plus de 110 pages avec Urgell Archambault entre 1865 et 1893 pour se faire une idée du personnage et qui est conservé aux archives de la Ville de Montréal et qui est accessible en ligne. Édouard Simaise, en 1863, retourne en Belgique pour régler des affaires familiales et il veut montrer au gouvernement du Canada qu'il est en mesure de recruter des immigrants. Probablement par l'annonce faite par Simaise dans les journaux que les Messes, ou peut-être son passage dans différentes villes de Flandre, vont se joindre à lui pour se rendre au Canada. Donc, et ce, même si les Messes, Rosalie et Joseph ne savent ni lire ni écrire, ils ont probablement dû l'entendre lire, ce qui pourrait penser qu'il y avait déjà un certain intérêt de la part de Joseph Mess de quitter la Belgique. Le naufrage de leur navire en février 1864 à Portland et la perte de tout ce qu'ils pouvaient posséder a entraîné une certaine vague de sympathie à Montréal. Toutefois, au cours de cette même année, c'est avec un autre couple belge, les Coul, que les Messes vont s'établir à Rigaud et sans qu'on sache pourquoi, les communications vont être rompues avec Simaise.
Il est donc évident que c'est par Simès que Léon Cool, qui était le président du comité belge, est entré en contact avec les Messes. Cool est né en 1811 en Flandre occidentale. Il est arrivé au Canada en 1854 avec son fils Émile, âgé de 13 ans, de même qu'avec sa seconde épouse, Isabella van Tourneau. À partir de 1856 et jusqu'en 1863, il vit et travaille en tant que jardinier sur la rue Follum dans le quartier Sainte-Marie. Toutefois, au rôle d'évaluation du quartier en juin 1864, il n'est plus sur place. Il est probablement déjà parti vers Rigaud avec la famille Mess, où il s'établit comme fermier et par la suite comme marchand. En 1866, il est nommé parrain de Mathilde de Mess, la troisième enfant de la famille. Après le décès de son épouse en 1870, année où les Mess vont s'installer à Longuepointe, il sera marié à Montréal avec une Canadienne française, Madeleine Villeneuve, qu'on voyait sur la diapositive précédente. On retrouve son intérêt pour l'immigration belge dans 2 publications à la fin de sa vie. En février 1882, il fait paraître un texte dans le Courrier de Bruxelles, qui est repris au Québec dans le Journal des campagnes en avril, où il dénonce les libéraux belges au pouvoir et sa politique de laïcisation de l'enseignement. Il en profite aussi pour vanter le Canada où, et je cite, « Tous les cultes sont libres et ce ne sont pas nos gouvernants qui empêcheraient les processions et les pèlerinages ou combattraient l'enseignement religieux. » Il mentionne aussi que ceux qui ont immigré, comme les Namurois, et je cite encore, sont bien à leur aise, leurs fermes sont en pleine prospérité. On dispose aussi d'un autre témoignage du journaliste et auteur belge Gustave Weckmann, arrivé au Québec en 1882, dans son ouvrage Le Canada ou Notes d'un colon, publié en 1884, où il mentionne le décès récent de Léon Cool. Il lui rend hommage en écrivant, et je cite, « Cet homme de bien qui m'a soutenu au milieu des déboires et des fatigues de ma vie de colonisateur par ses bons conseils et ses lettres vraiment paternelles. » Léon Cool décède en octobre 1883. Son fils Émile est né en 1841. Comme je le mentionnais tantôt, il est arrivé avec son père et sa belle-mère en 1854. Lui aussi va apprendre le métier de jardinier et l'être jusqu'à vers 1866, alors qu'on le retrouve comme épicier sur la rue Panet. Entre-temps, il se marie avec une jeune fille d'origine allemande, Adeline Tourneboom, en 1862. En mars 67, il achète 2 terres d'une superficie totale de plus de 150 arpents à Rigaud et s'y installe. C'est là, sur ces terres, que s'installent Léon Cool et les Messes par la suite. D'ailleurs, au recensement de 1871, Léon Cool, maintenant veuf, et la famille d'Émile vivent côte à côte dans 2 maisons distinctes sur ces terres. En 1869, vraisemblablement pour remercier Émile Cool et son épouse, d'origine allemande, les Messes les nomment parrains et marraines de leur 5e enfant né en avril et qu'ils prénomment Émile. Durant les décennies 1870 et 1880, il est à la fois cultivateur et colporteur, alors que son père est marchand. Il se fait naturaliser en 1882 en compagnie de son père, qui meurt l'année suivante. En 1886, il vend sa terre et s'installe comme marchand général dans le village de Sainte-Marthe, environ 10 km de Rigaud. Il devient rapidement un notable de la place et même maire de cette petite municipalité entre 1892 et 1895. En 1801, il transmet son magasin à son fils Émile, à l'époque où il devient gentleman ou rentier. Il meurt en 1905 et un article lui rendant hommage est publié dans le journal La Presse. Parmi les personnes identifiées dans le cortège, on retrouve surtout les notables de la région. Aucun Belge ne semble y être nommé. Louis Kers, de son côté, est né en 1825 à Ansbeck, en Flandre occidentale, à seulement 8 km d'Alter, commune natale de Joseph Mess. Son père est aubergiste, qui est lui né à Lottenhöhe, commune voisine d'Alter, qui aujourd'hui en fait partie. Il arrive à Montréal avant 1856, année où il épouse Louise ou Héloïse Guilbeault à l'église Notre-Dame. L'un de ses témoins est un Belge, Édouard Simès. Il travaille par la suite comme jardinier à Sainte-Geneviève et il est membre, évidemment, du comité belge en 61 et 62. À compter de 67, on le retrouve à la tête des Jardins Vigée, dans le square du même nom, avec pour adjoint son beau-frère, Joseph Guilbeault. Il est assurément celui qui a permis à la famille Mess de quitter Rigaud pour Longuepointe, dans la partie est de Montréal.
D'ailleurs, lors du baptême de Marie-Louise Mess à Longue-Pointe, la première enfant née à Longue-Pointe, en janvier 1871, Joseph Mess et Rosalie Maire nomment Louis Kers et Loïs Guilbeault comme parrains et marraines. Kers et sa femme sont des proches des Frères de la Charité. Alors, vous voyez les liens entre tous ces gens-là. Et vivent même tout près d'eux sur un terrain de la rue Labelle qui lui a été vendu par Olivier Berthelet, le bienfaiteur des Frères. En juin 1879, le Montreal Daily Witness annonce que Louis Kers a démissionné de son poste de jardinier en chef des Jardins Vigée avant son départ pour la Belgique avec sa femme. C'est son beau-frère qui prend la relève. Le couple revient en octobre à Montréal, en octobre de la même année. Il semble avoir vendu sa résidence en 1885 après le décès de sa femme. Il habite ensuite dans une chambre rue Saint-Dominique où sa logeuse le trouve mort en juillet 1886. Dans ses dernières volontés, il désigne le supérieur provincial des Frères de la Charité comme exécuteur testamentaire. Alors, on voit ici l'état des Jardins Vigée, publié dans l'opinion publique et dans la Canadian Illustrated News en août 1870, au moment où Louis Kers en est le jardinier en chef. En 1868, Olivier Berthelet achète une terre de 170 arpents de superficie, plus de 580 000 mètres carrés, qui se trouve à Longue-Pointe, le lot 395. Sa cession à la congrégation, qui est dorénavant connue sous le nom de Frères de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, se produit en 1870. Deux frères s'y installent et logent dans la maison qu'ils nomment Saint-Joseph. Aidés par quelques jeunes pensionnaires qui apprennent le métier de jardinier, ils cultivent des légumes pour nourrir ceux de l'hospice Saint-Vincent-de-Paul. À défaut de rentabilité, les frères décident de louer la ferme à la fin de l'année 1872 à leur compatriote Joseph Mess, présent dans leur entourage depuis 1870 grâce à Louis Kers. La personne clé chez les frères est le supérieur provincial, le frère Eusèbe, de son nom Joseph de Porteur, né en 1817 à Ypres. En 1842, il entre chez les frères et prononce ses vœux l'année suivante. Durant les 20 années suivantes, et on le retrouve à Anvers, Ostende, Bruges et Gand, où il dirige l'asile. En février 1865, il est à la tête des 4 Frères de la Charité qui arrivent à Montréal pour s'occuper des vieillards et orphelins montréalais. Il est le premier supérieur provincial. On présume que c'est lui qui a engagé Joseph Mess, qui a loué la terre en 1862. D'ailleurs, encore là, l'année suivante, au moment de la naissance du dernier des Mess, on lui donne le nom de Joseph Eusèbe. Après son mandat en 1879, il retourne en Belgique, mais revient en 1884 pour prendre la tête de l'orphelinat de Détroit, au Michigan. En 1884, à la demande de Monseigneur Fabre, successeur de Bourget, les Frères de la Charité fondent l'asile Saint-Benoît. Ils construisent cette nouvelle institution sur une partie de leur lot de Longue-Pointe entre le fleuve et le chemin public, qui est devenu la rue Notre-Dame. Encore là, le frère Eusèbe retrouve donc les Messes puisque l'asile est en avant de la terre des Messes. En 1886, l'année suivante, le frère Eusèbe est nommé supérieur de l'asile Saint-Benoît, mais moins d'1 an plus tard, il meurt à l'âge de 70 ans. Après le décès du frère Eusèbe comme supérieur, il semble bien que les 2 supérieurs suivants, aussi belges, continuent d'appuyer les Messes. Ce sont le frère Justinien, Henri Blux, et surtout le frère Hildoir, Dominique van Langendonk, que l'on voit ici en bas, supérieur de 1890 à 1904. C'est ce dernier qui accepte que Joseph Mess loue la ferme à son frère Johnny en 1897. Dans cet acte notarié, le supérieur des frères fait écrire, je cite, qu'il consent et renouvelle ce jour la promesse déjà faite au dit bailleur que lui et son épouse resteront sur la dite terre leur vie durant s'ils le désirent. À mon avis, cela prouve l'estime que les Frères de la Charité ont pour Joseph Mess. Après la mort du frère Eusèbe, il ne reste qu'Émile Cool, mais il est peu probable qu'ils aient gardé contact. Simèse a quitté le Québec pour le Vermont en 1883. Léon Cool est mort la même année et Louis Kers est décédé en 1886. Il ne reste donc que les frères aux Messes. Avec le mariage des 7 enfants au cours de la décennie 1880-1890, un réseau familial prend forme qui facilitera leur intégration dans la communauté principalement canadienne-française de la Longue-Pointe.
D'abord, on remarque une certaine ascension sociale chez les fils et les gendres de Joseph Mess et Rosalie Maire. Leur aîné Prudence, né en Belgique, se marie en 1879 avec le journalier Ferdinand Martineau. Ce dernier va éventuellement devenir laitier, mais surtout, à compter de 1907, un marchand de bois, de charbon et de grains. Son entreprise va se transformer au fil du temps et va se concentrer dans l'huile à chauffage. Il ne disparaîtra que dans les années 80, tout comme les laitiers de cette famille. Phileas Robert, mari de Marie-Louise Mess, oui, si vous posez la question, c'est mon arrière-grand-père, est un charretier, et elle est madame mon arrière-grand-mère, est un charretier qui ouvre sa propre épicerie qui sera reprise par son fils Paul, et qui changera de nom en 1950 pour être vendu à un laitier Martineau et qui sera démoli, comme la majorité du village de Longue-Pointe, pour la construction du tunnel Louis-Paul. Leurs fils Johnny et Joseph deviennent commerçants. Le premier quitte toutefois Longue-Pointe et s'installe dans le quartier Sainte-Mère. Charles, le seul autre né en Belgique, avec la plus vieille, va devenir, avec son épouse qui est fille unique, le propriétaire de l'importante terre de son beau-père. Il va être président de la commission scolaire du secteur et même candidat malheureux aux élections municipales de Montréal en 1912 pour le Parti ouvrier. Pour se faire une idée sommaire de ce réseau, il faut voir que les membres de la famille élargie font des transactions entre eux et qu'ils investissent aussi le monde municipal. Ces transactions concernent surtout des obligations, transport de dette à un autre membre de la parenté ou la donation qui peut s'étendre sur plusieurs années. Ceci n'est pas spécifique à la famille élargie des Mess. Cheryl Olson et Patricia Thornton, dans Peopling the North American City, Montreal, 1840-1900, ont déjà fait ce constat pour la famille Beauchamp. Soulignons que cette famille a quitté la campagne pour s'installer en Montréal en 1864, année d'arrivée de notre famille belge, les Mess. Comme les Beauchamp, on retrouve aussi une ambition d'ascension sociale. On peut le voir aussi par leurs activités dans la municipalité. À compter de 1886, année de son mariage, Charles Mess devient auditeur pour la municipalité. Dans les années qui suivent, on le retrouve aussi évaluateur à partir de 1895, responsable de la construction des trottoirs d'un secteur, qui va souvent confier à des proches. Le mari de Prudence, Ferdinand Martineau, sera conseiller municipal à compter de 1891, inspecteur municipal au début du 20e siècle et au même moment où le mari de Mathilde, Joseph Renaud, de retour de Maisonneuve, est élu échevin. Johnny Mess aura le contrat pour le chemin de glace entre Longue-Pointe et Boucherville pour l'hiver 1890-91. D'ailleurs, lui et son frère vont poursuivre Boucherville pour être payés. Lorsque le village se constitue en municipalité en 1898, un autre gendre va s'impliquer dans la municipalité, le mari de Marie-Louise, Phileas Robert. Donc, entre 1904 et 1906, la grande famille Mess dispose d'un conseiller dans chacune des deux municipalités de ce territoire. En conclusion, bien que les Belges aient été des immigrants recherchés dès le milieu du 19e siècle, peu d'entre eux sont venus s'établir au Canada. Les Flamands Joseph Mess et Rosalie Maire sont l'exception et seul un membre de leur entourage respectif effectue le voyage pour les retrouver. En revanche, leur parcours met en évidence l'apport essentiel de leurs compatriotes Simès, Coul, Kers et les frères de la Charité, particulièrement le frère Eusèbe. Sans ce réseau belge, la famille n'aurait pu émigrer et s'installer de façon permanente dans l'île de Montréal. Avec le mariage des enfants, ce réseau belge fait place à un réseau familial qui s'est déployé de façon importante dans la municipalité de Longue-Pointe et aussi, à compter de 1898, dans la municipalité de Beau-Rivage de Longue-Pointe, qui seront tous deux annexés à Montréal en 1910. C'est ce réseau qui a permis à la famille Mess de s'intégrer à la société canadienne-française. En préparant cette communication, deux autres sujets me sont apparus intéressants à défricher. Tout d'abord, vous avez sûrement remarqué que les Coul et Kers exercent le métier de jardinier, même si Miles, à une partie, est devenu horticulteur, cette partie de sa vie, est devenu horticulteur. Dans l'ouvrage généalogique sur les immigrants d'origine belge avant 1901 de Denis Racine, on y retrouve une trentaine de jardiniers. Il sera donc intéressant de travailler, d'étudier les jardiniers implantés dans l'île de Montréal. Je travaillerai prochainement sur ce thème. Le second sujet toucherait les frères de la Charité et l'immigration belge. Ils ont certes accueilli Joseph Mess, ils ont même accepté de louer la terre à son fils Johnny et à compter de 1901 au mari de Prudence Mess, Ferdinand Martineau. En 1907, alors qu'il semble y avoir des conflits,
Les frères reprennent leur ferme à leur compte et engagent un Belge, Jean Hutesson ou Estesson, un jardinier arrivé en 1892 et qui demeure à Longue Pointe au moment de sa naturalisation en 1896. Aussi, en consultant les statuts du Comité de patronage et d'assistance aux immigrants belges fondé en 1897, on remarque que le vice-président est le frère Hildoir. L'objectif de ce comité était le recrutement en premier lieu de jardiniers maraîchers qui devaient se fixer autour d'une grande ville telle que Montréal, Ottawa, Saint-Hyacinthe, etc., et non pas d'aller coloniser des terrains au nord et dans des endroits plus éloignés. Les frères ont-ils joué un rôle quelconque pour d'autres immigrants belges? Est-ce que des jardiniers ont immigré à la suite de cette création de ce comité? Voilà donc de nouveaux questionnements concernant l'immigration belge dans les régions montréalaises. Merci. Alors moi, dans mon cas, je reprends ici une communication que j'ai préparée pour le colloque de Bruxelles du mois de mai dernier, donc, que Mario a évoqué. Et donc, je m'intéresse aux immigrants belges à Montréal au début du 20e siècle. D'abord, il faut rappeler que l'immigration belge au Canada est fort ancienne, mais qu'elle est longtemps restée peu nombreuse. Au cours du 19e siècle, à peine quelques centaines de Belges s'établissent au Canada, surtout au Québec. Le véritable décollage survient au début du 20e siècle et les effectifs atteignent près de 8000 en 1911. Cette poussée s'accompagne d'un changement des circuits migratoires puisque la majorité des nouveaux venus se dirigent vers la prairie de l'Ouest canadien. Le Québec, longtemps majoritaire, ne retient plus que le 5e des immigrants belges vivant au Canada en 1911, soit un peu moins de 1500 personnes. L'histoire de l'immigration belge au Québec reste à faire. Les rares travaux sur le sujet sont partiels et parfois décousus. Et les efforts de notre groupe devraient permettre d'aboutir à une étude plus systématique du phénomène. Dans ma présentation, l'accent est mis sur Montréal, principal point de chute de l'immigration au Québec. C'est la suivante. J'ai voulu commencer par le recensement de 1911 qui permet d'observer la poussée migratoire du début du 20e siècle. J'ai choisi de faire un coup de sonde pour un sous-ensemble du territoire. En 1911, l'île de Montréal compte 1128 immigrants belges, soit 77% de tous ceux qui vivent au Québec. La population de l'île, comme vous le voyez sur le tableau, est répartie entre 9 districts fédéraux de recensement. Les Belges se concentrent urbanisés. C'est notamment le cas dans le district de Maisonneuve, qui en rassemble, vous voyez, 413, où habitent 44% de tous les Belges de l'île de Montréal et le tiers de tous ceux du Québec, le suivant. Ce district de Maisonneuve que vous voyez parle vers la droite de la droite. En fait, le district est plus large que la ville de Maisonneuve. Ce qu'on voit ici, c'est les quartiers et les municipalités. Donc, le district comprend quelques quartiers de l'est de la ville de Montréal, comme des éléments de Sainte-Marie, de Hochelaga, par exemple, et un faubourg industriel, la ville de Maisonneuve. Je connais bien l'histoire de cette ville et j'ai choisi de faire porter mon coup de sonde sur ce territoire qui rassemble 14% des immigrants belges de l'île de Montréal. J'ai dépouillé à la main parce que le dépouillement
n'est pas encore disponible pour ce recensement. J'ai dépouillé les données relatives aux ménages dans lesquels vivait au moins une personne née en Belgique. J'ai en outre étudié le rôle d'évaluation et de perception de la ville de Maisonneuve pour 1911 aussi. J'ai identifié 52 ménages dans lesquels se trouvent des immigrants belges. La quasi-totalité sont dirigés par au moins un ou une Belge, le plus souvent par un couple né en Belgique. Alors, voyons d'un peu plus près les 45 couples mariés comprenant au moins un immigrant belge. Tous sauf d'un ménage. Près des 3/4, c'est-à-dire 33 sur 45, sont formés d'un homme et d'une femme nés en Belgique. On relève aussi 7 couples belgo-québécois, 3 couples belgo-français et 2 autres couples mixtes. La figure dominante parmi les immigrants belges à Maisonneuve, c'est donc celle d'un couple pour qui la décision de migrer au Canada est manifestement un projet de couple et même de famille. Parmi les 33 couples belgo-belges, 13 n'ont pas d'enfants déclarés au recenseur. Par contre, 16 ont des enfants nés en Belgique et ayant immigré avec le couple. Même 2 de ces familles ont déjà ajouté des naissances québécoises après leur arrivée. Il y a 4 autres couples belgo-belges qui ont eu tous leurs enfants au Québec. La plupart des 52 ménages comptent dans leur rang uniquement une famille nucléaire, mais 5 accueillent en outre un ou une personne apparentée, et dans 10 ménages, dont les 3 qui ne sont pas dirigés par un Belge, on trouve des pensionnaires nés en Belgique. Tableau suivant. Okay. Dans le recensement de 1911, alors j'ai fait le portrait des familles, mais j'arrive maintenant aux individus. J'ai pu repérer 157 immigrants belges, c'est-à-dire des personnes nées en Belgique et ayant immigré au Canada. Elles sont bien identifiées dans les recensements. On a le pays d'origine et généralement aussi l'année d'immigration. La source permet de connaître le statut de chacune de ces personnes dans le ménage au sein duquel il habite. Et on voit qu'un peu plus de la moitié de ces immigrants sont à la tête d'un ménage, soit comme chef de famille, soit comme épouse du chef de famille. Un bloc de 40 à peu près est formé de leurs fils et de leurs filles. Seulement 36 personnes, c'est-à-dire moins du quart, ne sont pas membres de la famille nucléaire. 7 sont des apparentés et 29 des pensionnaires. Les pensionnaires comptent principalement des jeunes hommes célibataires. Ces immigrants sont-ils au Canada depuis longtemps? Le questionnaire du recensement fournit l'année d'entrée au pays, mais cette information n'est pas toujours recueillie. Je l'ai tout de même obtenue pour 135 des 157 immigrants. Le tableau révèle que l'avenue des immigrants belges est un phénomène très récent. En effet, 80% d'entre eux sont arrivés au cours des 5 années précédentes, avec des poussées notables, comme vous le voyez, en 1907 et 1910. Ces arrivées récentes
laisse présager une population relativement jeune. Et c'est bien ce que montre le tableau de l'âge déclaré au moment du recensement. Plus du tiers des immigrants est dans la vingtaine, le quart dans la trentaine, et plus du cinquième est formé d'enfants et d'adolescents. L'effet de jeunesse est encore plus accentué quand on calcule l'âge approximatif au moment même de l'immigration au Canada. 40% des gens étaient dans la vingtaine au moment de leur immigration et les enfants et les adolescents comptent pour le tiers. Le recensement révèle aussi l'appartenance professionnelle des immigrants et cette information, je le lis en fait pour 80 immigrants parce que tout le monde est pas sur le marché du travail, là. Donc, j'ai l'information pour 80 et cette information est répartie dans 35 intitulés, différents intitulés de métiers ou de professions que j'ai ici regroupés en grands secteurs d'activité. Le travail non qualifié de journalier représente le tiers de la main-d'œuvre belge. On ne sait pas toujours dans quel secteur il s'exerce, mais pour la moitié des cas, c'est en usine et pour quelques autres dans la voirie. Vient ensuite le secteur de la fabrication avec une quinzaine de métiers où dominent ceux de machinistes et de mouleurs. Si à ces 25 ouvriers et ouvrières, on ajoute la quinzaine de journalistes travaillant en usine, on obtient la plus importante composante de la main-d'œuvre, c'est-à-dire près de la moitié des effectifs. Cela n'étonne pas dans une ville qui se définit comme la Pittsburgh du Canada et dont la moitié de la main-d'œuvre travaille dans des usines. La construction embauche 11 Belges, dont la moitié sont des peintres en bâtiment, et s'y ajoutent quelques-uns des journaliers. Ça fait que dans le manufacturier et le bâtiment, la présence belge est forte et se compare d'ailleurs à celle des immigrants français que j'ai étudiés pour la même période. L'activité commerciale n'attire que quelques marchands ou commerçants. Une dizaine de Belges trouvent à s'employer dans des services très divers, mais aucun à Maisonneuve n'est membre d'une des professions libérales. L'arrivée récente, la plupart d'entre eux, peut expliquer leur relative absence de champ d'activité qui exige une connaissance intime du milieu, comme épicier, par exemple. Le recensement s'intéresse à la situation des travailleurs, en particulier de ceux qui ne sont pas à leur compte. Il les interroge sur leurs heures de travail et leurs revenus annuels. Les réponses à ces questions ne sont pas toujours fournies aux recenseurs, mais j'ai pu repérer celles d'une soixantaine de personnes. La majorité déclare travailler 52 semaines par année à raison de 60 heures par semaine. Quelques-uns ont plutôt une semaine de travail de 54 heures, tandis que les saisonniers n'ont un travail que pendant une quarantaine de semaines. L'éventail des salaires annuels va de 90 $ pour la servante à 1090 pour l'un des mouleurs. Le revenu moyen est de 542 $, mais le montant le plus fréquent que reçoit près du quart de la main-d'œuvre est de 520 $ ou 10 $ par semaine.
Les patrons n'ont pas à dévoiler leurs revenus, mais seuls 4 immigrants belges s'identifient comme patrons. Ils ont probablement des moyens modestes car aucun n'est propriétaire du logement où il habite. Le rôle d'évaluation de la ville de Maisonneuve pour 1911 ne relève que 2 propriétaires parmi les immigrants belges. Les autres sont tous locataires, comme le sont d'ailleurs 90% de tous les ménages de la ville de Maisonneuve de toute origine. La valeur de leur loyer annuel va de 60 $ à 300 $. La moyenne est de 124, mais le montant le plus fréquemment payé par près de 40% des ménages belges est de 96 $. Le recensement s'intéresse aussi à l'éducation et à la langue. Les immigrants belges de 7 ans et plus savent tous lire et écrire et les enfants d'âge scolaire vont à l'école. Une question du recensement porte sur les langues communément parlées. La personne recensée peut en indiquer plus d'une. À Montréal, en milieu francophone, on peut s'attendre à obtenir parfois comme réponse français et anglais. Chez les immigrants belges, c'est plutôt rare. Dans leur cas, ce qui nous intéresse, c'est la maîtrise relative du français et du flamand. Ici surgit une petite difficulté, car dans certains sous-districts, on a enregistré comme langue le flamand et dans d'autres le belge, mais jamais les deux dans le même sous-district. Alors, il s'agit évidemment de 2 façons de noter la même langue. Parmi le groupe, j'ai repéré une douzaine de combinaisons linguistiques différentes. Pour simplifier, disons qu'au total, 122 personnes mentionnent une maîtrise unique ou multiple du français et 79 font de même pour le flamand ou le belge. Ce coup de sonde permet donc de tracer les contours d'un portrait collectif des Belges établis à Maisonneuve. Celui-ci remet en question des idées reçues. Dans son ouvrage « L'immigration des Belges au Canada », André Vermeer déclare que, et je cite, « l'absence quasi totale de Belges au sein du monde ouvrier québécois est notoire. » Fin de la citation. Les résultats que je viens de vous présenter prouvent la fausseté de cette information. Je suis persuadé que le caractère ouvrier de l'immigration belge à Montréal sera encore renforcé quand nous pourrons dépouiller le reste du vaste district de recensement de Maisonneuve. Par contre, l'examen des quartiers centraux de Montréal mettra sans doute en lumière d'autres groupes sociaux, dont les musiciens et les professeurs belges, qui attirent souvent l'attention des auteurs, mais qui ne sont pas très nombreux au total dans cette population migratoire. J'ai par ailleurs montré que le flux migratoire s'accroît rapidement à partir de 1906 et qu'il est marqué par la présence de jeunes couples avec ou sans enfants. Ce sont là 2 caractéristiques que j'avais aussi mises en lumière pour l'immigration française à Montréal à la même époque. L'utilisation d'un seul recensement a cependant des limites. Elle ne permet pas de connaître la trajectoire des migrants comme le fait Mario précédemment, avant comme après la migration elle-même. De quelle province belge provenaient-ils? Sont-ils restés à Montréal? Ont-ils migré ailleurs en Amérique? Sont-ils rentrés en Belgique, en particulier au début de la guerre? Comme ils viennent d'arriver, on peut penser que beaucoup de jeunes hommes sont retournés s'enrôler au début de la guerre.
Pour le savoir, il faudra comparer les données de 1911 avec celles du recensement de 1921. Il faudra surtout utiliser d'autres sources et suivre des trajectoires individuelles et familiales pour comprendre aussi bien la mobilité que l'enracinement dans le milieu d'accueil. Elle devrait aussi permettre de révéler les réseaux de relations communautaires et extra-communautaires, comme Mario a pu le faire pour une famille en particulier. Yes. Alors, merci Paul-André, merci Mario. Donc, je reprends mon rôle de police des interventions. Marie nous dira si les personnes qui sont avec nous sur Zoom, vous pouvez indiquer dans le chat que vous souhaitez poser une question et là, Marie pourra vous donner la parole parce qu'on pourra vous entendre, je pense, assez facilement. Est-ce que parmi les personnes qui sont, je ne sais pas s'il y a des questions sur Zoom, pas pour l'instant. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui, madame. Merci beaucoup pour ces deux présentations. Moi, je voulais revenir sur la question de la langue. Parce que la plupart des immigrants dont vous parlez sont des Flamands, si j'ai bien compris, mais qui ont clairement une maîtrise du français, puisqu'en Belgique, à l'époque, il fallait parler français aussi. Alors, je voulais savoir si vous avez trouvé des traces écrites, par exemple dans la correspondance de la famille Mees, si vous avez trouvé des traces écrites que ces gens clairement parlaient à la maison flamand. Dans leur français, est-ce qu'il y a des particularités linguistiques flamandes qui apparaissent ou est-ce qu'ils embrassent entièrement le français tel qu'il était parlé au Québec? Qu'en est-il des enfants? Les enfants quand ils allaient à l'école au Québec à l'époque, ils allaient dans une école francophone. Et est-ce que vous avez des traces de ça? Peut-être la première chose, c'est que les messes ne savent ni lire ni écrire, donc il n'y a aucune trace d'écrit que je sois. Par contre, comme pour la plupart des Flamands, des Flamands qui sont venus s'installer en Amérique du Nord, à la deuxième génération, la langue flamande n'existe plus. Donc, les enfants, tous les enfants, même les deux premiers, le premier est arrivé, il y avait 2 ans, l'autre avait 4 ans. Donc, aucune connaissance de la langue flamande dès la deuxième génération. Le flamand disparaît partout en Amérique du Nord. C'est la tendance qui s'observe un peu partout. Je dirais que pour aller plus loin, peut-être pour voir, c'est peut-être regarder les lettres voir si Maes écrit, parce que lui, c'est un flamand aussi, d'origine flamande, mais son français est assez... il écrit, il était instituteur ici au Québec. Donc, il y aurait peut-être dans ses lettres qu'on pourrait voir quelques éléments de flamand, mais en général, il écrit à peu près comme les francophones écrivent à cette époque-là, d'un certain niveau culturel. En 1911, c'est plus tardif que la période qu'il étudie. On a dans le recensement une question sur la connaissance des langues et dans le cas d'une famille belge, par exemple, celle de Victor Kans, qui est arrivé avec 2 enfants nés en Belgique et qui va avoir 2 enfants qui vont naître au Québec. Au recensement de 1911, les parents et les 2 enfants nés en Belgique déclarent les 2 langues, mais les 2 enfants nés au Québec ne déclarent que le français. Donc, ça veut dire que les parents scolarisés à leurs enfants. Probablement, et avec les voisins, et probablement. Ils habitent dans Maisonneuve, ils sont dans un milieu à 85% canadien-français. Donc, l'incitation à utiliser le français est sûrement très forte. À la Longue-Pointe, c'est la même chose. C'est massivement à Vaudreuil aussi. Il y a des anglophones à Longue-Pointe, il y a des anglophones. Mais si on regarde tous les procès-verbaux, tout est en français, même quand les anglophones sont maires ou conseillers municipaux. Donc, effectivement. Puis, tous les enfants messes vont aller à l'école.
Donc, tous les enfants MES vont savoir lire et écrire, ça c'est clair, contrairement aux parents. Donc, il y a une volonté chez les parents à ce que les enfants soient éduqués aussi, là. Et on voit l'effet que ça aura plus tard pour les jeunes de cette famille-là. Et en 1911, tous les enfants belges, soit nés en Belgique ou au Québec, là, s'ils sont d'âge scolaire, ils vont tous à l'école. C'est d'ailleurs le cas généralement au Québec, rendu en 1911, là, à Montréal, les enfants vont à l'école un certain nombre d'années, pas toujours très longtemps. Mais... Deux questions dans le chat. La première de Mourad Moulaoui, qui déjà vous remercie pour cette présentation et puis aimerait connaître les causes principales de cette immigration belge à Montréal et au Québec. On connaît, pour les MES, on ne connaît pas les causes. On sait que dans la période, dans les années 1850, il y a eu une grande crise fin 1840, dans les années 1840. En même temps, la crise de la pomme de terre qu'il y a eu en Irlande, il y a eu la même chose en Belgique. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que il y a eu beaucoup d'immigration de Belges. Les Belges, on dit que même le roi d'époque dit que les Belges n'émigrent pas. Les Belges n'émigrent pas. Et en général, ce qu'ils font, ils s'en vont en France de façon temporaire. Alors, par exemple, dans les départements du Nord, à Lille, dans ces coins-là, on retrouve des ouvriers belges qui travaillent dans les usines de textiles. Ça, il y en a plein. En général, au début, ils reviennent puis ils s'en vont, tu sais. Ils reviennent parce que, on sait, c'est pas très loin. Dans le fond, c'est collé sur la Belgique, tout le Nord. Mais tranquillement, ils vont s'établir en permanence. J'ai regardé justement hier les messes qu'il y a en France. Ben, ils sont tous concentrés dans le nord de la France. Il y en a beaucoup dans le nord de la France, même avec ce nom-là. Donc, c'est écrit de la même façon. Pour la famille, c'est difficile de savoir pourquoi ils ont quitté parce qu'il n'y a aucun autre membre de leur famille qui a quitté aussi. Donc, il n'y a pas une volonté, il n'y a pas, c'est probablement par vouloir améliorer leur sort parce qu'ils sont locataires là-bas, ils ont des petites terres, mais ça fait pas, il n'y a pas de migration de masse là, chez les Belges. Il y a eu des tentatives, par exemple, au Wisconsin, dans les années 1850, mais ça s'est révélé un peu un échec là, comme tel. Puis ça a eu une mauvaise presse aussi en Belgique. Puis même quand Simès est allé, il y a eu plusieurs agents d'immigration qui sont allés, puis ils disent souvent, il y a une centaine de personnes qui seraient prêtes à partir, mais il n'y a personne qui part, presque. Quand Simès va en Belgique, il y a juste une famille qui vient avec lui. Et puis quand il va y retourner, il va devenir finalement agent d'immigration en 1869. Il va s'établir à Anvers, ben, il va ramener 2 Belges. Ils vont être installés dans Laurentides, là, dans le Namur, là. Fait qu'il n'y a pas vraiment de migration de masse chez les Belges. Au début. Je vais répondre, puis ensuite, je prendrai une question. Au début. C'est pas une question, c'est juste, si je peux me permettre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Flamands qui n'immigraient pas, mais qui se déplaçaient en Wallonie, qui était une puissance économique industrielle. Oui, aussi. C'est aussi peut-être de là que ça fonctionnait tellement bien à Bruxelles, puis en Wallonie, que les Flamands sont beaucoup déplacés à l'intérieur même du pays. Et comme je vous dis, il y en a beaucoup en France, beaucoup qui vont travailler en France, surtout l'été, en dehors des périodes de jardinage des terres. Mais tranquillement, il y en a beaucoup qui vont s'installer là en permanence. Il y a peut-être le même phénomène qu'en France, qui est bien connu. Les Français migraient beaucoup, mais à l'intérieur de la France, très peu vers l'étranger. Alors, il y a le cas particulier de la poussée toute nouvelle au début du 20e siècle, avant la Première Guerre mondiale, à partir de 1906. La majorité, comme je le disais au début, s'en vont dans l'Ouest canadien, donc c'est probablement une migration d'agriculteurs dont je connais pas les sources, tandis qu'à Montréal, on a une migration d'ouvriers. Alors, c'est 2 composantes assez différentes. Et là, notre recherche n'est pas assez avancée pour qu'on sache pourquoi, d'où ils viennent, pourquoi ils partent. Alors, sur le chat, là, je reviendrai, madame, puis à Chérie. Alors, c'est une question d'Isabelle Henrion d'Ourcy qui vous remercie également pour ces présentations.
Elle remarque que vous parlez essentiellement des Flamands. Avez-vous connaissance de cas de Wallons ou de Bruxellois francophones qui ont immigré à la même époque et est-ce qu'ils ont le même profil sociologique équivalent finalement à ceux que vous avez étudiés? Puis la seconde partie de la question revient à ce qui avait été demandé précédemment, à savoir quelles sont les motivations finalement de ces Belges à venir s'établir ici. Dans mon cas, moi, je n'ai étudié que des Flamands. C'est les seuls qui ont aidé les messes parce que vous avez vu que dans le comité belge, il y avait un Bruxellois qui était Corneille Lorge, le chapelier de la rue Saint-Laurent. Donc, lui, j'ai vu même des publicités, donc il a continué d'être chapelier assez longtemps, mais il n'y a eu aucun impact, on ne retrouve aucune information le concernant l'aide qu'il aurait pu apporter aux messes. C'est vraiment, les Flamands ont aidé un Flamand comme tel. Donc, effectivement, non, moi, de mon côté, pas... Début du siècle, mais ça reste à faire parce qu'il faut qu'on identifie éventuellement d'où viennent les gens et ça va se faire par sondage parce que c'est pas dans le recensement. Dans le recensement, on nous dit qu'ils viennent de Belleville. C'est l'information la plus précise qu'on a. On n'a pas les régions d'origine et pour les trouver, là, il faut faire des recherches comme celles que Mario a fait, une famille à la fois. Donc, c'est beaucoup plus considérable. Il y a peut-être aussi le livre de Denis Racine qui vient d'être publié il a fait la recension c'est un ouvrage généalogique, une recension de tous les immigrants belges avant 1901, donc qui est paru aux éditions GID l'année passée, donc que j'ai mentionné tout à l'heure. Et c'est un outil de comparaison là, qui peut être aussi utile par rapport à ça. Éventuellement, avec les recensements, ça va nous permettre de regarder ça aussi. Merci. J'ai plusieurs questions. Je vais essayer de pas trop. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. J'ai fait beaucoup de choses. Oui, donc pour Marie-Robert, j'avais 3 petites questions un peu précises. Vous avez évoqué pour les messes des naturalisations. Je voulais savoir quelle était l'importance ou l'impact de se naturaliser à l'époque. Et j'ai été frappée par le nombre d'enfants aussi de ces familles. Alors, est-ce que c'est lié est-ce que c'est déjà des familles qui étaient très importantes, qui viennent ici et sont plus portées par le contexte à une fertilité plus forte? Et puis une petite question aussi sur les loisirs en dehors d'activités religieuses, si vous aviez des questions, informations sur ces loisirs. Et puis pour Monsieur Linteau, je me posais la question des pensionnaires. Alors une petite question sur les pensionnaires, qu'est-ce que c'est que cette construction, de et puis aussi plus largement sur les liens avec les Français et notamment avec l'Union nationale française, s'il y en a pour cette période-là déjà. Voilà. Donc, pour la naturalisation, moi, je pense que c'est maintenant qu'ils se considèrent comme Canadiens, donc ils se font naturaliser, puis ça leur permet probablement aussi de voter. Oui, d'être élus. Donc, vous voyez que Charles Mess avait des ambitions d'être élu comme conseiller municipal éventuellement. Donc, et c'est lui qui a initié ça, probablement qui a amené son père. Donc, il n'y avait pas besoin d'amener sa mère parce qu'automatiquement, si le père et le mari devient naturalisé, la femme l'est aussi, automatiquement. Donc, ça, c'est la même chose. C'est la même chose du côté des Caux. Ils se sont fait naturaliser et éventuellement, le fils Cole est devenu maire de Sainte-Marthe quelques années plus tard. Votre deuxième question, c'était sur le nombre d'enfants. Ils viennent de familles où il y a quand même 5-6 enfants, des fois un petit peu plus, mais il y en a beaucoup qui meurent. Il y a eu beaucoup de mortalité chez leurs frères et sœurs à eux, déjà. Alors qu'eux, vraiment, rendus ici, il y a aucune... ils ont tous eu leurs enfants, c'est-à-dire il n'y a aucun enfant qui est, à partir de 1866, leur premier enfant, après leur arrivée en 1864. Ils ont probablement qui ont été traumatisés parce qu'un naufrage, disons que ça prend un certain temps avant de se ramener. Donc, il y a eu leur premier enfant en 66 et ils ont perdu aucun enfant. Votre dernière question, c'était les loisirs. Ben ça, il faudrait regarder. Je sais que c'est des loisirs plutôt religieux là, qu'on va retrouver parce que, si je me trompe pas, justement,
une des filles, Marie-Louise Metz, va être justement des Dames de Saint-Anne, des trucs comme ça. Et ça, il faut aller regarder plus précisément dans les archives de la paroisse de Longue-Pointe. Mais j'en ai vu quelques extraits, mais c'est difficile de trouver des loisirs particuliers à ce moment-là. Et parce qu'on a aussi dans les procès-verbaux du conseil municipal, on ne parle pas beaucoup de loisirs. Effectivement, c'est vraiment les chemins, les routes, etc. Dans le cas des rapports avec les Français, ça reste à voir, mais les Français sont beaucoup organisés entre eux. C'est une communauté très structurée à Montréal depuis les années 1870-80, avec une chambre de commerce française, avec l'Union française qui s'occupe des gens dans le besoin. Donc, et puis les célébrations du 14 juillet à chaque année. Alors, nulle part, quand j'ai travaillé sur les Français, j'ai vu de mention des Belges spécifiques. Et les Belges créent leur propre chambre de commerce belge à Montréal à la veille de la guerre, en 1913, si je me souviens bien. Donc, mais ils sont pas nombreux, là. Il y a tellement peu d'hommes d'affaires belges à Montréal que la chambre de commerce vivote et je pense qu'elle est tenue à bout de bras par le syndicaliste, là, dont j'oublie le nom, Gustave Franck, qui est à la fois, comme ça arrive à l'époque, chef syndical puis employeur, hein, comme imprimeur, je pense, et donc homme d'affaires et chef syndical qui va tenir un peu cette chambre de commerce, mais ça reste à étudier les travaux sur l'histoire de la communauté belge, comme ceux de Vermeer, là, Vermeer, il s'appelle Vermeer, oui. Sur les pensionnaires. Les pensionnaires, ben ça, on en trouve dans tous les groupes immigrants. On en trouve chez les Italiens à la même époque, on en trouve chez les Français. C'est généralement des hommes seuls qui immigrent. Ceux qui n'ont pas immigré en couple, là, qui ont immigré seuls, c'est plus simple pour eux de louer une chambre chez quelqu'un que de se trouver leur propre logement pendant, en tout cas, la période où ils sont seuls. Et donc, c'est essentiellement ça qu'on trouve, c'est des nouveaux arrivants, généralement de sexe masculin. Et, on voit pas beaucoup. À ce moment, pour les Belges, on voit pas beaucoup de femmes seules, mais ça commence à arriver pour les différents groupes immigrants. On commence à en voir au début du 20e siècle. Aux États-Unis, le phénomène a été étudié aussi parce que pour les femmes, là, il y a des possibilités d'emploi autres que comme domestiques. Parce que au 19e, les femmes immigrantes, leur principal lieu d'emploi, c'était domestique, mais au début du 20e siècle, on en voit comme enseignante, on en voit comme ouvrière dans les usines, etc. Mais j'en avais pas beaucoup là dans mon groupe ici. Jerry, puis ensuite. Ah ben, merci d'abord. Vous nous avez donné une belle complémentarité, là, puis pour faire tout le siècle, les 2 siècles, vous avez bien montré quelles sont les sources qu'on peut bien travailler au 19e, puis d'autres qu'on peut mieux travailler au 20e. Et je voulais savoir, Monsieur Robert nous a donné de très beaux exemples de comment les gens arrivent avec une petite parenté tronquée et ils font rapidement un réseautage, ils arrivent à faire des quasi-parents et puis ensuite vont épouser quelqu'un pour
étendre la parenté rapidement. Dans le cas de d'un de vos jardiniers, je crois que c'était Kerst, il a épousé une Louise Guilbeault. Est-ce que Louise Guilbeault serait de la famille des Jardins Guilbeault? Je pense pas. C'est ce que j'ai regardé. J'ai pensé la même chose moi aussi, mais il semble pas. Malgré que le père s'appelait Joseph Guilbeault aussi, là. Il faut creuser ça éventuellement. Oui, parce que le jardinage, c'est plus que l'agriculture, puis toute une technologie. Ça semble très intelligent, là, l'établissement des pères jardiniers, là, qu'ils aient choisi des terrains proches de Montréal, ils ont choisi sans doute du bon sol, enfin des endroits intelligents, tandis que d'autres colonisations, c'était de la assez mauvaise terre. Alors, toute la filière jardinage, ce serait intéressant à poursuivre. J'ai déjà trouvé 2 bails d'Émile Cole, justement, dans le secteur de la rue Follum, dans le quartier Sainte-Marie. Et c'est intéressant parce qu'il y a 2. Puis j'ai retrouvé un autre Belge qui loue une terre avec lui. Donc, il loue un jardin et le propriétaire lui dit qu'il doit s'occuper de ça comme un bon jardinier. Et on voit exactement ce qu'il doit faire. Souvent, le prix qui est donné, il y a un avocat aussi qui loue la terre, c'est que la moitié de la récolte va au propriétaire. C'est comme ça que le propriétaire est payé, c'est-à-dire avec la moitié de la récolte. Il fournit toutes les semences, il fournit l'appareillage, le cheval, tout ça, mais la moitié de la semence, alors qu'il permet aux locataires d'aller vendre la moitié de leur semence, la moitié de leur récolte au marché. C'est inscrit dans le bail. Fait que j'ai trouvé 2 exemples. Évidemment, quand on va travailler sur les jardiniers au courant de l'année, il va y avoir d'autres exemples justement de jardiniers belges. Et puis on le voit à la fin du siècle, les Belges, ce qui encouragent, c'est justement, c'est pas des gens qui vont aller coloniser les Laurentides, mais ils ont besoin de jardiniers autour des villes. Donc, cette profession-là semble être reconnue pour les Belges, être une spécialité belge parce que on voit qu'il y en a plusieurs qui vont être jardiniers autour de Montréal. Et ces jardins utilisent beaucoup de fumier. Oui. Pour forcer pour le marché qui recherche les primaires. Et là, j'avais trouvé un débauchant aussi. C'était un arrangement avec le propriétaire. Puis on s'arrangeait pour s'entraider ou enfin, comment dire, se prêter les voyages de fumier. et là, ça faisait une certaine importance, là. Et puis ensuite, on me dit qu'il y a des questions sur le chat. Monsieur, et ensuite le chat. Moi, j'ai une question qui revient peut-être au début de la présentation. Donc, j'ai vu qu'il y a un nom de la rue Metz à Montréal. Dans l'est de Montréal. Dans l'est de Montréal. Donc, pourquoi avoir choisi comme emblème, comme porte-drapeau de cette famille-là? Parce que je connaissais pas ces rues-là. Pourquoi? Parce que je suis un de ses descendants. Ah oui, d'accord. Alors, ah oui, mais c'était Metz. Ah oui. C'est que depuis ma retraite, ma tendance, c'est d'allier histoire de famille et histoire scientifique. C'est-à-dire que, et ça se fait beaucoup, je le vois en France, il y a beaucoup de tendances là-dessus. Donc, oui, on peut faire l'histoire de famille en autant qu'on regarde notre objet comme un objet de recherche et non pas pour justement. Donc, je suis parti de là et l'idée, c'était pourquoi, dans le recensement, on disait qu'il est arrivé en 1863. Pourquoi ils sont arrivés? Et puis là, à un moment donné, ça m'a amené à faire des recherches, à trouver en Belgique quelqu'un qui m'a aidé à trouver l'information d'où il venait. Et on s'est rendu compte, en faisant des recherches, que par le New York Times, j'ai su qu'il faisait partie de ceux qui étaient naufragés d'un bateau qui avait échoué à Portland en 1864. Donc, à partir de ça, il y a un paquet de sources c'est souvent intéressant, c'est-à-dire que des fois, c'est vraiment des inconnus. C'est vraiment des personnes, c'est les vies minuscules, hein? C'est des vies minuscules, des personnes qui n'ont pas fait l'histoire, mais qui ont une histoire dans le fond et qui peuvent avoir une histoire intéressante où ils ont vécu. Si vous allez sur ma story map, vous allez voir, c'est fascinant tout ce que j'ai pu trouver en Belgique.
sur les terres, sur ce qu'ils faisaient, etc., sur leur vie même, une partie de leur vie. Et ce qu'on peut trouver ici par les actes notariés, par les recensements, par les sources, c'est incroyable tout ce qu'on peut trouver. Et on est capable de faire une histoire de famille qui permet de la regarder sous un angle objectif et quasi objectif, disons, mais de voir comment ils ont évolué et sans aller dans la géographie ou des trucs comme ça, et de voir un peu tout leur processus de migration puis leur processus d'installation. Je trouvais que c'était un bel exemple. On commence par ça, et puis c'est comme ça, en faisant mes recherches comme ça, que Paul-André m'a fait rencontrer Serge Romain, puis là, ben, tranquillement, je me suis joint au groupe sur l'immigration franco-européenne. Mais vous parlez de ville minuscule, mais quand même, il y a une rue qui porte le nom. Oui, mais c'est parce que la rue, parce que c'était au coin, c'était le terrain de Charles Mess. Donc, aussitôt que c'est lui qui a fait ouvrir la rue, à l'époque où il y avait Longue-Pointe, la rue s'appelait Saint-Charles. Donc, et quand il y a eu l'annexion à Montréal, ben, les rues Saint-Charles à Montréal, il y en a probablement. Fait que c'est à partir de 1911 qu'ils ont décidé, bon, Charles Mess serait là, ben, on va lui donner le nom de la rue Mess. Donc, c'est aussi simple que ça, parce que c'était le propriétaire et souvent, c'est ça qui arrive, hein. Souvent, les propriétaires vont donner leur nom, vont mettre un saint, vont donner leur prénom, puis ils vont, alors, quand il y a eu changement, on donné le nom de la rue Mess. Mais c'est une rue que personne ne connaît, parce que c'est une petite rue, là. Elle part du fleuve, puis elle s'en va jusqu'à la voie ferrée, là, dans l'est de Montréal. Mais c'est une petite rue où il y a eu plein de messes qui ont habité là, encore jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Donc, des descendants, là. Alors, il y a une question de Bernard Desloges Linkebeck qui voudrait savoir si les Belges que vous avez étudiés, est-ce qu'il y en a parmi ceux-là qui sont devenus célèbres comme Alexis Nyon? Dans mon cas, non, parce que je m'intéresse aux gens ordinaires du peuple. Mario Robert, qui est devenu. Mais non, moi, c'est. Parce qu'évidemment, dans les ouvrages entre autres l'ouvrage de Vermeer, on parle beaucoup de ces personnages-là. Les musiciens, beaucoup, on en parle. Ceux qui ont. Les professeurs à HEC. La Belgo, les fondateurs de la Belgo. Donc, on parle beaucoup des grands personnages qui ont laissé leur marque. Moi, je m'intéresse à ceux qui. À ceux qui n'ont pas fait l'histoire. Ils ont fait une autre type d'histoire. C'est ça. Les gens d'en bas. Alors, il y a Justin Bure qui voulait, qui note la présence d'une Union nationale belge à Montréal. Il aurait souhaité savoir depuis quand elle existe. Je pense que, justement, dans Vermeer, on en parle. Je pense que c'est à la fin du siècle que ça a existé. Et puis, ça a vivoté, là. Ça n'a pas été... ça a repris dans les années 40, des trucs comme ça, mais ça n'a jamais été une grande union comme l'Union française. Ça n'a pas eu l'impact comme l'Union française a eu chez les Belges. Mais oui, effectivement, l'Union nationale belge existe. Puis il y a eu des comités belges aussi. Je vous parlais de celui de 1861-62, mais il y en a eu un qui a été créé en 1898 à peu près et qui a vécu aussi à peu près au début du siècle et qui était justement soit par Birmans ou par des grands personnages comme ça qu'ils avaient mis sur pied. Il y avait le consul là, belge de Montréal, je ne me souviens pas de son nom. Joseph Gess, non? Non. Parce que la question suivante est relative à un consul belge qui s'appelle Joseph Gess. Je continue les questions? Oui, allez-y. Alors, dans le Lowell 1887-1891, on remarque que Joseph Gess donc, est noté comme consul belge. Il est voisin des Drummond sur la rue Mansfield, dans le Carré Doré. Pourrait-on penser qu'il a eu une influence sur l'immigration belge ou du moins sur la recherche de capitaux belges, donc plutôt des riches qui seraient venus s'installer au Canada, ou même de vouloir établir des relations avec les familles les plus riches au Canada de l'époque? C'est possible, mais je pense pas. Il faut que la recherche soit faite. Là. Inciter la personne à entreprendre des recherches. Mais je lui conseillerais de regarder. Flores Martel, en fait. Je lui conseillerais quand même de jeter un coup d'œil au livre de Vermeer. Malgré certaines choses, il y a quand même beaucoup d'informations sur ces Belges-là qui ont été connus. Et après ça, pouvoir aller. Je sais qu'il y a eu un ouvrage sur Birmans ou un autre là, qui a été fait aussi sur le fondateur de la Belgo. J'ai un blanc de mémoire. Birmans. Et puis, il y a eu aussi des études sur Gustave Franck. Ah oui.
ouais, ouais. Un certain nombre, et sur les musiciens aussi, les Goulets, hein, qui étaient des musiciens belges. Là, il y a un certain nombre de familles de musiciens belges qui sont établis ici, qui ont joué un rôle dans le développement de la musique et de l'enseignement de la musique au Québec. Des personnages marquants, mais nous, c'était pas la démarche qu'on entreprenait ici, c'était pas de reprendre l'histoire des grands personnages, mais plutôt de comprendre l'ensemble de la communauté. Mais c'est juste un petit morceau, là, ce que j'ai pu faire pour Maisonneuve. Et en principe, d'ici une année, peut-être, on aura accès à une version informatisée des données de recensement qui vont nous permettre de faire des recherches plus systématiques parce que c'est phénoménal le travail que ça représente simplement pour mon petit groupe de 150. Il fallait aller les repérer un par un dans les microfilms des recensements qui sont en ligne, là. Prendre toutes les sections de recensement correspondant à la ville de Maisonneuve, puis prendre la colonne lieu de naissance, à chaque fois que quelqu'un né en Belgique, de le prendre en os. C'est un travail énorme, mais il y a un investissement considérable qui est en cours pour numériser tout ça et rendre ça beaucoup plus accessible pour la recherche. Au niveau des microdonnées, d'ailleurs, j'ai déjà une commande qui est passée pour les jardiniers. Donc, tous les jardiniers de l'île de Montréal puis les jardiniers belges. Donc, pour pouvoir justement, en même temps, éventuellement, comparer la place des jardiniers belges dans l'ensemble des jardiniers de l'île de Montréal. Et peut-être un peu au pourtour, parce que probablement que si on prend des endroits comme Rigaud, c'est pas très, très loin de Montréal non plus. On se rend compte que les messes sont partis puis sont venus, là, sont allés à Rigaud. Et donc, il y a dans ce secteur-là, et puis peut-être aller éventuellement jusqu'à Saint-Hyacinthe, parce que ça fait partie des villes qui sont mentionnées par justement les comités belges pour pour les jardiniers, où ils ont besoin de jardiniers. C'est une commande qui est faite, j'attends le résultat, qui va nous permettre de travailler sur ces jardiniers-là. Donc, c'est une belle transition vers la fin de notre conférence midi. J'espère que dans un an et demi, vous reviendrez avec la suite de vos travaux. Je voulais aussi donc vous remercier chaleureusement d'avoir partagé ça avec nous. Et je pense qu'on aura beaucoup de gens qui iront voir le Story Map pour explorer les sources, l'analyse que tu en as fait et aussi les sources. Le laboratoire offre une série de conférences midi et d'événements pendant l'hiver. Notre prochaine journée, c'est une journée qui va être un peu chargée, c'est la journée du 23 février. Nous aurons une conférence midi. Nous accueillerons, là, c'est ma feuille qui est là-bas, c'est le problème de déplacement, mais nous accueillerons Marie-Claude Larouche, qui est la co-auteure avec d'autres d'un ouvrage qui évoque les tensions, membre du laboratoire spécialiste en pédagogie didactique, qui est co-auteur d'un ouvrage qui aborde les tensions dans l'enseignement du sport national au Québec à travers une réflexion sur l'ouvrage et les collaborations à l'ouvrage. Donc, c'est à l'heure du midi, comme d'habitude, en Zoom, mais aussi le soir du 23 février, le laboratoire participe à un événement, co-organisateur d'un événement dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs à Montréal. Et l'événement va se dérouler, donc l'information va être disponible sur notre site bientôt. L'événement a lieu en présence à l'Écomusée du Tiers-Monde je pense que c'est soit un 6 à 8 ou un 5 à 7. En tout cas, je n'ai pas un souvenir. Et on va accueillir Madame Monique Milia-Marilus, qui travaille sur un phénomène qui est aussi peu connu, qui est de la même période que ce qui intéresse Paul André. Donc, le recrutement d'un certain nombre de domestiques de la Guadeloupe
qui sont venus passer un certain moment au Québec, à Montréal, mais aussi dans d'autres villes, et donc qui ont été recrutés pour tenter de combler les problèmes, si on veut, perçus de problèmes de rareté de main-d'œuvre domestique. Et donc, elle a étudié et reconstitué des éléments du parcours et de l'expérience de ces migrantes qui sont éventuellement retournées en Guadeloupe, mais qui ont passé un moment au Québec. Et donc, c'est vraiment un aspect méconnu de l'histoire de Montréal. Et ça va être un bel événement à l'Écomusée du Tiers-Monde. Donc, vous pouvez vous y inscrire si ça vous intéresse. Et il y aura d'autres événements dans les mois qui vont suivre. Donc, je vous remercie toutes et tous d'être ici avec nous en présence et ceux et celles qui sont sur Zoom. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Merci.